Merci à tous ceux qui sont à l'heure et puis du coup les autres prendront en cours de route. Donc bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire autour des métiers du numérique. On a la chance de vous proposer un panel d'intervenants et d'intervenantes assez variés ce soir. On a avec nous Séverine Mercier qui représente l'association Elle Digital et qui nous la présentera juste après. On a également Samia Rivière qui travaille au sein de Michelin. Nous avons Christian Laforêt qui est enseignant-chercheur au sein de l'ISIMA, donc qui vous présentera aussi la structure. Et puis, vous voyez également Céline Lapierre, Laurent Païta, Madeleine Bonner qui est présente à mes côtés et moi-même, Jessica Guémanière. Nous représentons Digital League, donc une association d'entreprises du numérique au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, juste votre petit programme de la soirée. Donc, on va commencer par quelques éléments de contexte. Donc, rappel des enjeux autour de la semaine NSI, rappel des chiffres clés du programme Orientation 3.0, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont eu la chance de participer à ce programme et on va vous donner quelques points clés. Ensuite, on vous présentera la filière numérique. On aura la chance d'avoir un retour sur les métiers de l'informatique et du digital chez Michelin. Donc ça va vous donner un panorama concret des métiers dans d'autres filières également. Et puis une intervention de Christian Laforêt pour mieux connaître les formations qui mènent au métier du numérique. Et on lance tout de suite par quelques éléments de contexte et on laisse la parole à Séverine. Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. Donc effectivement, le webinaire a été souhaité et voulu cette semaine et dans la continuité de notre événement Orientation 3.0 parce qu'effectivement, du 4 au 9 se déroule la semaine NSI qui est une semaine organisée par le national et l'éducation nationale notamment pour rendre visible l'enseignement de la spécialité NSI, pour aussi renforcer l'attractivité des formations et des métiers du numérique, puisqu'effectivement, on a un sujet de beaucoup de débouchés et malheureusement pas toujours assez de talent pour effectivement répondre aux besoins économiques et aux enjeux et aux défis majeurs des entreprises. Donc, c'est dans ce sens, effectivement, qu'on a positionné ce webinaire attaché à l'opération Orientation 3.0 pour permettre, effectivement, de poursuivre et de contribuer à la valorisation de la filière du numérique, des métiers et des formations. Donc, ça s'adresse à tout public aussi, enfin, les jeunes du collège au lycée. Et comme le disait Jessica en introduction, nous avons eu l'événement Orientation 3.0 pour le slide suivant et qui est un projet que nous réalisons donc en commun entre Elle Digital et Digital League, soutenu par la métropole de Lyon, la DRDFE, la DAN, donc tout un écosystème en mouvement, avec une semaine notamment qui est dédiée à la découverte des métiers du numérique, enfin surtout une semaine de sensibilisation avec des ateliers qui sont donc donnés auprès des classes de 3e pendant 50 minutes, donc enfin, 1 heure de cours. Et c'est animé par des étudiants qui sont dans la filière du numérique. Les objectifs de cette opération, qui avait lieu donc du 20 au 24 novembre, c'est de permettre aux élèves de 3e de découvrir la richesse des métiers du numérique, parce que Dieu sait s'il y en a beaucoup. Alors évidemment, en 1 heure, ils n'ont pas eu l'opportunité de découvrir tous les métiers, parce que c'est impossible d'en parler, puisqu'il y en a plus de 800, mais on pourra revenir dessus. Donc évidemment, en 50 minutes, on serait des vrais stars de pouvoir le faire, mais néanmoins, on veut éveiller les esprits et la curiosité vers cette filière. Et puis, on veut aussi faire réagir et surtout déconstruire les stéréotypes et biais de genre
au niveau de cette filière, puisqu'effectivement et malheureusement, c'est une filière où les filles sont peu représentées, pas assez en tous les cas, enfin les filles et les femmes donc, puisqu'aujourd'hui, seuls 28% de femmes sont représentées dans la filière numérique, avec du coup, si on inverse les chiffres, 72% d'hommes seulement. Et concrètement, évidemment, on a une action à mener pour effectivement attirer dans cette filière et attirer des jeunes filles. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a aussi un autre objectif, c'est de sensibiliser et d'inciter, d'impliquer les entreprises à nos côtés, en espérant progressivement dans ce projet avoir de plus en plus de stages à proposer à vos enfants, puisqu'effectivement, un des meilleurs sujets pour découvrir cette filière, c'est une fois qu'on a été sensibilisé, c'est d'aller les découvrir par des stages. Et puis, on a ce webinaire ce soir qui permet à vous, parents et adultes encadrants, voire peut-être des élèves, vraiment, je dirais, de s'acculturer à cette filière qui, malheureusement, est souvent méconnue. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée de ce que représente le numérique, mais on va venir et on va expliquer ça encore un petit peu plus tout à l'heure. En tous les cas, pour cette année, on a eu un engouement particulier des collèges, puisqu'on a eu 34 collèges inscrits, 157 classes de troisième, ce qui représente quasiment la moitié des élèves de troisième de la métropole de Lyon, et donc 4000 élèves sensibilisés grâce aux étudiants des écoles du numérique qui nous permettent effectivement d'être nos bras et nos animateurs dans l'ensemble des établissements pendant une semaine. Donc voilà, et un chiffre qui n'est pas indiqué, et bon, on est en train de travailler les chiffres puisque l'opération date d'il y a quelques semaines. On a eu, parce qu'on a posé quelques questions, et notamment aux filles et aux garçons, évidemment, tout le monde a été sollicité, mais 174 filles sur la métropole qui souhaiteraient faire un stage dans le numérique. Donc, voilà, c'est des opportunités. Après, le tout, c'est effectivement de les aider et de les accompagner autant que faire se peut. Mais vos enfants, en tous les cas, peuvent aller voir les stages potentiellement sur une plateforme étatique qui est monstagede3ème.fr. Et donc, on a évidemment inciter les entreprises à poser des stages. Donc, on est à cette incitation récente, donc à voir les résultats à terme. Mais en tous les cas, voilà, et je cède la main pour la continuité de l'opération. Et voilà. Et je ne me suis pas présentée juste, je profite pour Elle Digital, puisque je parle beaucoup de filles, c'est qu'on incite justement les jeunes filles et les femmes à aller vers la filière du numérique. Et c'est une association qui existe depuis 2016 et c'est notre action quotidienne pour permettre et faire en sorte que tout le monde soit représenté dans cette société numérique et cette société qui est construite. Et elle a besoin d'être construite par tout le monde, et notamment par 50% de la population, à savoir les femmes aussi. Voilà, qu'elles prennent leur place et qu'elles osent, en tous les cas. Je passe la main cette fois-ci. Merci beaucoup, du coup. Effectivement, ces éléments de contexte permettent vraiment de saisir tous les enjeux derrière ce type de présentation qu'on vous propose. Derrière aussi cette semaine, il y a de vrais enjeux et c'est pour ça qu'on a réussi à mobiliser que ce soit des professionnels de la filière, des associations et des écoles. Donc, il y a vraiment tout un écosystème derrière bienveillant et qui n'attend que les candidats. Donc voilà, on espère pouvoir vous faire découvrir toute cette filière et l'étendue, la richesse des métiers ce soir. Donc sans plus attendre, on vous propose une petite vidéo assez courte et synthétique qui va vous permettre de saisir les enjeux clés. Et puis on revient tout de suite derrière pour continuer les échanges. On n'a pas le son. Alors, il me semble qu'il faut arrêter le partage et repartager, et c'est à ce moment-là qu'il est possible de partager le son. Hop. N'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous. C'est bon, mais on n'a plus l'image. Ah, ça y est. Ah, c'est la mise en œuvre d'applications C'est bon. dans les outils de la vie quotidienne et de l'industrie. Ces outils sont déjà bien intégrés dans la société et leur développement s'accélère. C'est la transformation numérique. Les outils numériques réinventent les modèles, les métiers et transforment la société, l'économie. Le numérique est partout et améliore le quotidien.
Avec près de 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le numérique est le nouveau pilier de l'économie française, déjà indispensable à la compétitivité des entreprises. Il génère plus de 30 000 postes chaque année, dont environ 90% sont des contrats en CDI. Dans le domaine de la santé, le numérique améliore le suivi des maladies chroniques grâce aux objets connectés. Il permet aussi d'assurer une meilleure surveillance dans le cadre de l'aide à la personne. Dans nos villes, le numérique contribue à améliorer notre quotidien grâce aux capteurs et logiciels, en optimisant le stationnement, le ramassage des ordures ou l'éclairage public. Dans l'éducation, il est devenu un complément du système académique et permet aux étudiants de bénéficier de solutions d'accompagnement riches et variées. Tous ces changements deviennent possibles grâce au secteur du numérique, principalement incarné par les entreprises de services du numérique dites ESN, les entreprises de conseil en technologie, et les éditeurs de logiciels qui conseillent et accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre de solutions numériques. Les entreprises du numérique, c'est aussi le hardware, les jeux vidéo, les solutions Internet. Les métiers du numérique sont à l'origine de toutes ces évolutions. Riches, variés et accessibles à tous, ils permettent de concevoir les supports et outils que nous utilisons au quotidien. Par exemple, pour concevoir un logiciel, on mobilise tour à tour des architectes de systèmes d'information, des développeurs, des ingénieurs intégration et des web designers. Le numérique est un secteur dynamique et en perpétuelle évolution. Il améliore notre quotidien et révolutionne notre façon de vivre et de travailler. Et ceci grâce à ces métiers d'avenir qui accompagnent la transformation de notre société. Choisissez cette voie. Devenez vous aussi acteur de la transformation numérique. Rejoignez-nous sur talentdunumérique.com. Alors du coup, c'est une vidéo assez synthétique. Tous ces liens, on vous les renverra parce que par exemple, Talent du numérique, c'est une vraie mine d'informations. Quand vous voulez avoir plus d'infos sur un métier détaillé, avoir des vidéos, avoir des conseils autour de la formation. Donc voilà, on vous retransmettra ces liens. Il ne faudra pas hésiter à aller creuser. Voilà, et pour commencer à avoir une petite idée de l'idée que vous faites du numérique, on va vous poser une petite question à laquelle vous devriez facilement répondre si vous avez écouté au début normalement. Donc, vous devriez pouvoir y répondre dans le sondage qui va vous être envoyé à l'instant. Combien y a-t-il de métiers différents dans le numérique? On vous laisse un peu de temps pour répondre. Alors, est-ce que vous pensez Ouais. qu'il y a 50 métiers différents, 350, 800, 2000 métiers différents? Est-ce qu'on a les réponses? Ça vote encore. Oui. Après, Voilà. ça monte. On a presque... Voilà, ça s'équilibre. Encore une minute. Hop, c'est tout bon. Je te laisse... Donc la réponse, comme vous l'avez entendu au début, c'était bien 800 types de métiers différents dans le domaine du numérique. Donc on peut voir que c'est très large. Une seconde question. Hop. Alors, on a vu effectivement des métiers très larges. Mais justement, pour atteindre ces métiers, est-ce que vous avez déjà des premières idées, des compétences essentielles pour réussir dans ce domaine? Donc là, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Hop, là aussi, vous êtes en train de répondre. Allez, on ferme le sondage. Ça s'équilibre. Alors, il y a toutes les options qui ont été cochées. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Parce qu'effectivement, toute compétence est bonne à prendre. Il y a une telle variété de métiers qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter à des idées préconçues ou à des stéréotypes, parce qu'il y a encore des stéréotypes et des représentations assez fortes sur le secteur du numérique. Et pourtant, voilà, toutes les compétences sont bonnes à prendre et toutes les compétences permettent d'accéder à des métiers du numérique et surtout des métiers faits pour vous.
Alors sur ce justement, pour nous, c'est quoi une compétence? Donc une compétence, il y en a 3 types. Le premier, c'est le savoir, donc il s'agit de la connaissance que vous avez pu acquérir à l'école ou en lisant des livres ou en discutant avec des proches. Donc par exemple, si vous savez que Paris est la capitale de la France, c'est un savoir. Ensuite, on a le savoir-faire, donc là, il s'agit justement de la capacité, d'appliquer vos connaissances dans une situation précise ou pratique. Et par exemple, si vous savez comment résoudre une équation, là, c'est un savoir-faire. Et enfin, on a le savoir-être qui est très important à ne pas oublier. Il s'agit donc de la façon dont vous vous comportez et vous interagissez avec autrui. Par exemple, si vous êtes, poli et respectueux, c'est un savoir-être. Et pourquoi on fait ce petit focus-là? Parce qu'on sait que, voilà, vous l'avez vu hein, avec les développements considérables là, ces derniers temps sur l'intelligence artificielle, on voit que sur l'aspect technique, les métiers du numérique évoluent très très rapidement. Et du coup, si on se focalise uniquement sur les compétences techniques, bah voilà, elles évoluent très rapidement, elles changent, elles se modifient. Et à l'heure où on vous parle, donc vous êtes plutôt au collège, et si on se projette déjà dans 10 ans, les compétences techniques dont je pourrais vous parler aujourd'hui, bah, elles vont être caduques. Donc il n'y a pas d'intérêt de vous présenter ces compétences techniques-là. Par contre, ce qui est rassurant, c'est l'importance des compétences douces, où vous entendez parler des soft skills, parce que développer ces compétences-là dès le collège, bah, ça va vous permettre de vous adapter à votre milieu professionnel, quelle que soit en fait la profession que vous allez choisir, quelle que soit l'entreprise. En fait, ces compétences douces, donc l'intelligence collective, voilà, votre façon de gérer le stress, votre adaptabilité, va vraiment vous permettre de vous adapter et d'évoluer dans votre métier. Parce qu'au-delà d'un diplôme, au-delà de compétences techniques, travailler dans le numérique, c'est faire preuve d'agilité, c'est bah, s'adapter aux évolutions, c'est se remettre en cause et puis c'est continuer à acquérir de nouveaux savoirs. Voilà, donc d'où l'importance de savoir apprendre à apprendre. C'est aussi une soft skills et c'est quelques critères, mais il y en a plusieurs. Pour nous, c'est l'importance de s'auto-former en continu, de chercher la bonne information au bon endroit et au bon moment, être curieux ou curieuse des nouveautés et finalement, c'est être capable de faire évoluer du coup son savoir, son savoir-être et son savoir-faire, si vous avez écouté les compétences, selon le monde qui nous entoure. Parce qu'à l'inverse, des compétences techniques, les soft skills ou les savoir-être, ça n'est pas éphémère, donc on peut toujours les cultiver pour pouvoir compléter ses compétences techniques et évoluer selon l'évolution du monde du travail. Alors du coup, voilà, on a commencé à présenter un beau panorama, un secteur d'avenir, des métiers variés et accessibles à toutes et tous. Mais alors, où sont les candidats et candidates? Eh bien, justement, malheureusement, il y a encore des idées reçues. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on souhaitait terminer cette petite conférence introductive là-dessus, parce qu'il y a encore des représentations qui influencent négativement les métiers du numérique et les formations. Donc, vraiment, on souhaitait rappeler qu'il n'y a pas besoin d'être un crack en maths ou en physique. Effectivement, on peut parler d'une culture scientifique qui est nécessaire, mais elle peut s'acquérir à n'importe quel âge. Et puis, en fait, les métiers du numérique s'appuient vraiment sur des compétences et des qualités très variées, comme on a pu le voir tout à l'heure, sur vos compétences douces également. Donc, pas d'inquiétude. Même si pour l'instant, en troisième, vous n'êtes pas le meilleur de la classe en maths ou la meilleure de la classe, il n'y a pas de souci. Vous êtes quand même fait potentiellement pour les métiers du numérique. De façon générale, les écoles d'ingénieurs ou les filières d'excellence ne sont pas uniquement les seules voies d'accès non plus aux métiers du numérique. Ça, on le verra tout à l'heure sur la conférence orientation. Il faut aussi ne pas se stresser sur ces points-là. Il y a des formations courtes, il y a des formations longues, il y a des formations professionnelles, il y a des formations universitaires. Il y a vraiment différentes voies d'accès aux métiers du numérique. On l'a dit, mais ça, on souhaite vraiment l'ancrer. Les métiers du numérique sont faits pour toutes et pour tous. Il n'y a pas d'enjeu de genre dans les métiers du numérique. Ils sont vraiment accessibles. Et puis,
Voilà, on associe souvent les métiers du numérique au profil du geek, quelqu'un qui aime travailler seul, face à son écran. Et en fait, c'est pas quand on regarde la réalité des métiers. Donc ça, on va avoir la chance de déconstruire un petit peu ça aussi avec Samia, qui va nous présenter le panel des métiers au sein de Michelin. Voilà, c'est vraiment une idée reçue, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, s'il y a ces 4 points-là à retenir sur ce premier temps d'intro, voilà, on aura gagné. Et maintenant, justement, pour aller plus loin et être concret, s'appuyer sur un cas d'entreprise, on va laisser la main à Samia. Merci, bonjour. Je suis vraiment très contente d'être là. C'est un sujet sur lequel je prends souvent la parole. Donc, je vais parler effectivement des métiers du numérique chez Michelin. Alors, juste avant de commencer et de partager mon écran, j'imagine peut-être la surprise pudiquement dissimulée par tous les participants sur la présence de Michelin pour promouvoir les métiers du numérique, là où on attendrait plutôt des ESN, comme ça a été indiqué dans la vidéo de présentation. Un gros industriel, une grosse multinationale comme ça, finalement, qui vient parler du numérique, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fous là? Eh bien, figurez-vous que, alors on va le voir dans des images que j'ai préparées dans la présentation que j'utilise souvent, on est quand même à peu près 5000 chez Michelin à travailler dans le domaine du numérique. Quand je dis numérique, moi j'inclus donc tous les jobs qui ont trait à l'IT, donc à l'informatique, un peu pure, un peu à l'ancienne mode, j'ai envie de dire, et au digital, donc à la nouvelle génération de l'informatique, donc plutôt l'IoT, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Donc 5000 personnes, ça représente quand même pas mal de monde. Bon, évidemment, là, je vous parle de 5000 personnes au niveau monde, mais avec quand même une proportion assez importante en France. Et 5000 personnes, ça inclut les gens qui travaillent avec nous en tant que partenaires, donc les fameuses ESN. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a quand même une légitimité à s'exprimer sur le sujet. Donc je vais partager avec vous tout de suite une petite présentation, ici même. Et je vais commencer peut-être par me présenter pour, au-delà de légitimer Michelin sur la présence de cette prise de parole, aussi légitimer ma prise de parole à moi en tant que personne. Donc, je m'appelle Samia, je suis manager diversité et inclusion pour le numérique chez Michelin. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'entreprise et quelques années que je travaille pour l'entité qu'on appelle DOTI en interne. Alors, DOTI, attention, accrochez-vous, Direction opérationnelle de la transformation digitale et des systèmes d'information. En français simple, ça veut dire l'informatique, ça veut dire le département de l'informatique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, vous allez me dire. Donc voilà, donc ça veut dire que moi, dans l'entreprise, plus particulièrement en France, même si j'ai quand même pas mal d'attaches en Chine, aux US et en Inde, donc particulièrement en France, j'adresse ces problématiques de diversité et d'inclusion, le handicap, l'identité, l'égalité des chances, la mixité et la plurinationalité du management. Et tout ça spécifique au numérique parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Ça a été pas mal saupoudré là depuis le début de la conférence, cette problématique de féminisation notamment. Donc j'essaye moi d'être active autant que possible sur cette problématique-là. Chez Michelin aujourd'hui, on a à peu près 27% de femmes. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait parce que on estime en psychologie du travail, par exemple, qu'une équipe, elle est mixte quand la minorité de genre d'une équipe est de 35%. Et donc, on estime qu'à 35% de femmes ou d'hommes, en tout cas de la minorité de genre dans une organisation, cette minorité s'épanouit et a de l'impact. En dessous, elle s'invisibilise. Donc, on a encore un peu de travail à faire, mais donc un peu d'action sur le volet féminisation du numérique. Et plus on en parle tôt, plus on a des chances d'en récolter les fruits des actions. Donc les collégiens, c'est un public que je côtoie maintenant régulièrement, les lycéens aussi. Et mon objectif, c'est d'aller maintenant dans les écoles primaires parce que les neurosciences nous disent que pour déconstruire les stéréotypes sur lesquels les petites filles se grandissent, sur lesquels elles se construisent, et là on parle bien des petites filles puisque ce sont les filles qui manquent dans ce métier, il y a d'autres métiers où c'est l'inverse, hein. Pour déconstruire ces stéréotypes, il faudrait intervenir avant 10 ans. Donc, avant CM2,
Donc là, je suis en train de voir avec une organisation qui s'appelle Blaise Pascal, voir comment on peut collaborer pour intervenir dans les classes de primaire, parce que là, il faut une pédagogie un petit peu adaptée. Et puis, avec un partenariat avec la SOPEM, qui est l'organisme social de l'entreprise Michelin, on va intervenir dans les crèches de l'entreprise, auprès des professionnels de la petite enfance, pour que même à l'égard des petites filles et des petits garçons qui ont moins de 3 ans, on commence déjà à faire des efforts de dégenrer certains de nos comportements. Donc, par exemple, je vais dire beaucoup à une petite fille qu'elle est très jolie, et je le dis beaucoup moins à un petit garçon. Et ça, c'est pas grave. Je suis la première à le faire. C'est pas grave, mais ça oriente déjà certaines choses. On va plus volontiers proposer à manger 2 fois aux petits garçons plutôt qu'aux petites filles. Bon, je pourrais faire une grande liste et je pourrais parler de ça très longtemps parce que le sujet me passionne, mais voilà, donc c'est ça mon rôle. Et chez Michelin, donc on a un peu de travail à faire et je veux ici, en quelques minutes, il faudrait me dire, pardon, jusqu'à quelle heure j'ai, parce que je suis bavarde. Alors, on a commencé avec 5 minutes de retard, donc normalement jusqu'à 50. Ok, bon, très bien, parfait. Ça va aller. Donc, la première chose, c'est que l'organisation de l'entreprise Michelin, donc 120 000 employés, 69 sites dans le monde, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas tournée qu'autour de la fabrication de pneumatiques. Et la bonne nouvelle, c'est que les jeunes gens, alors que ce soit les parents qui nous écoutent là ou les collégiens, le choix du numérique, ça n'engage que moi, un très très bon choix. C'est un très bon choix parce que c'est un métier qui tend à se développer, qui sur le marché de l'emploi est dans une tension assez importante et qui vraisemblablement va continuer de s'étendre et d'adresser plusieurs domaines métiers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit souvent un chiffre, vous l'avez peut-être déjà entendu ailleurs, on dit que d'ici 2030, donc c'est demain, hein, c'est dans 6 ans, 85% des métiers n'existent pas encore. Des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est colossal. 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas, avec une très large proportion de métiers liés au numérique, avec l'arrivée, je ne vous apprends rien, de l'intelligence artificielle, du generative design, des choses comme ça. Donc, bon choix. Il y aura du boulot. Et voire même si les femmes ne sont pas mieux intégrées dans ce domaine, il y aura trop de boulot. Donc je blague à moitié. Hein. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur un job qui vous visse à votre siège devant votre écran avec une capuche sur la tête et ce cliché du geek, comme ça a été évoqué un peu plus tôt. Il y a quand même un sacré nombre de métiers qui vont pouvoir satisfaire des appétences assez variées. Ici, dans notre organisation à nous, dans le pneu, on va par exemple, en termes de fabrication, utiliser le numérique pour ce qui est l'ingénierie matériaux. Par exemple, les matériaux qui sont utilisés dans la fabrication utilisent des ressources numériques et digitales dans le cadre de l'ingénierie matériaux. Autour du pneu, alors là, l'intelligence de la mobilité, donc ça va être de l'IoT, donc traquer les conteneurs qui transportent nos pneus d'un continent à l'autre pour avoir une qualité d'information optimale et donc une satisfaction de nos clients à la hauteur de ce qu'on souhaite faire. Je passe un peu rapidement, on ne peut pas aller dans le détail de tous les domaines, mais c'est juste pour illustrer que dans notre entreprise, déjà, on n'est pas que focalisé sur le pneu. Et puis ensuite, ce qu'on disait plus tôt, c'est que l'IT, le digital, donc le numérique, pour faire simple, c'est pas que le dev qu'on imagine tous et qui pianote sur son ordinateur des heures durant et pendant la nuit, etc. Et ça, il existe. Hein. Et puis c'est un métier passion. Hein. Les gens qui sont passionnés par le développement, on en a et ils sont précieux et c'est formidable. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir des gens à l'image un peu d'un sportif de haut niveau, moi je dis souvent, des gens qui travaillent sans avoir le sentiment de travailler parce qu'ils sont passionnés littéralement par ce qu'ils font. Donc ça existe, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Là, vous voyez à l'écran, il y a 10 familles, 9 familles, pardon, 9 familles de métiers. Celles qui sont écrites en jaune,
font partie de ce qu'on appelle donc l'IT, donc de l'informatique, un peu à l'ancienne. L'infrastructure, c'est dès lors qu'il s'agit de quelque chose qu'on peut toucher, on est dans l'infrastructure. Les ordinateurs, les mobiles, voilà, ça c'est de l'infra. Les réseaux, évidemment, pour faire communiquer toutes nos applis, tous nos sites et tout ce qu'on développe entre eux, il faut des réseaux et il faut des réseaux même puissants et des serveurs qui servent tout ça. Toujours, je continue dans l'IT, il y a les fonctions support. Donc là, on va parler plutôt si je vulgarise un petit peu, de SAV, donc de user experience, on parle, si on utilise quelques termes techniques. Donc de gens qui s'assurent que les utilisateurs internes, donc c'est-à-dire les utilisateurs Michelin, comme moi, que mon ordinateur fonctionne bien, que j'ai accès au réseau, que j'ai accès aux applications, que tout ça fonctionne parfaitement bien, et aussi les utilisateurs externes qui utilisent nos applications mobiles, qui utilisent nos sites internet, qui commandent des pneus, nos clients, nos très gros clients qui commandent des milliers de pneus pour alimenter nos rotos ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est dans la fonction support. Et puis la sécurité, en principe, c'est quelque chose qui est assez connu aussi et pour lequel les jeunes ont pas mal d'appétence, la cyberdéfense. Donc là, c'est s'assurer que toutes nos infrastructures, justement, et tous nos réseaux et tous nos serveurs sont sécures et qu'il n'ait pas de failles qui permettent à des hackers de venir nous faire du mal. Ça c'est pour la partie IT. Pour la partie digitale, ensuite, on est concentré sur 2 domaines clés qui sont l'intelligence artificielle et la data. Et puis, on a 2 domaines, le développement et l'architecture, qui sont communs à l'IT et au digital. On a des développeurs dans le digital, on a des développeurs dans l'IT. Même principe pour l'architecture. L'architecture, c'est dans le domaine remis dans le contexte du numérique, donc de l'informatique, c'est quand même, on peut faire l'analogie avec un architecte d'une maison, hein, c'est-à-dire construire les fondements stables, fiables d'une organisation informatique pour être sûr qu'ensuite, quand on vient rajouter des logiciels, des applications, des sites, etc., tout fonctionne bien et que tout communique bien entre eux. Donc voilà les familles. Quelques chiffres aussi pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, bon, chez Michelin, on a 4 grands domaines métiers. Le manufacturing, c'est tout ce qui touche à la production. La recherche et le développement, c'est plutôt en amont de la production, c'est donc plutôt la conception. Et puis les métiers support, c'est tout ce qui entoure tout ça pour que tout fonctionne bien. Donc la logistique, la supply chain, justement l'IT, le digital, etc. Et puis marketing et vente, qui parlent d'eux-mêmes. Au sein de ces 4 domaines, donc l'IT et le digital appartiennent au domaine support. Le digital représente une famille de métiers à lui tout seul dans l'entreprise, de même que l'IT. Donc, ce sont 2 métiers qui sont distingués. Ils font partie par contre d'une même entité. C'est un peu complexe, je ne sais pas trop si c'est nécessaire de rentrer dans cette maille de détail, mais c'est juste pour être parfaitement précise. Et puis, pour chacune des familles de métiers qu'on a là, une vingtaine donc dans l'entreprise, il y a des jobs qui sont rattachés. Pour le digital, on a 24 jobs différents. Et pour l'IT, il y en a 35. Ça veut dire que vous pouvez occuper 59 jobs différents chez Michelin si vous appartenez au numérique. Donc, on est loin de juste le développeur et le cyberdéfense analyste. 59 positions différentes, c'est assez vaste. Et je l'ai dit un peu plus tôt, 3000 personnes Michelin pur, hors ESN, à l'échelle mondiale, ça représente quand même un peu de monde. Alors, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail du détail, de lister les 59 jobs, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces jobs, donc là, si on focus un peu sur l'IT, donc sur l'informatique, les jobs vont se diviser encore en sous-familles. Donc là, on a par exemple la sous-famille développement et maintenance, où on est là, ils sont là, les fameux développeurs, et ils sont là ceux qui aiment pianoter et développer des solutions, design, développement, déploiement de solutions pour les utilisateurs internes et externes. Voilà, celui-ci, on n'a pas besoin de s'étendre, c'est celui qui vient à l'esprit de tout le monde quand on parle de numérique. C'est aussi celui qui attire beaucoup les jeunes parce que c'est là-dedans que se trouve le développeur de jeux vidéo, par exemple. Ensuite, on va parler ici d'IT local.
où on est dans la gestion des services informatiques de l'entreprise en interne. Donc, nous, on utilise une multitude d'applications, de sites, de logiciels, etc. Les gens qui travaillent pour l'IT local, ils travaillent pour faire en sorte que ces applications marchent, répondent à nos besoins, communiquent entre elles, soient accessibles, qu'elles soient accessibles en termes de personnes, j'ai envie de dire, mais aussi accessibles de n'importe où que vous soyez sur la planète. Il y a à chaque fois relié, cette présentation, elle vous sera transmise, hein, je vais évidemment donner le lien à l'équipe pour que tout ça vous soit communiqué. Face à ça, des compétences, parce qu'évidemment, fonction des métiers, ce ne sont pas les mêmes compétences et ce ne sont pas non plus les mêmes appétences qui vont être, que ça va supposer. Typiquement, pour le développement ou la maintenance informatique, on demande une forte orientation client. Il y a vraiment une nécessité d'être soucieux de la satisfaction de celui pour qui on développe. Évidemment, des compétences techniques qui s'acquièrent au travers de différents cursus et effectivement, pas que de l'ingénierie, aussi, parce que ce sont des gens qui sont clés chez nous, mais vraiment pas que. Il y a vraiment plusieurs façons d'arriver à ces fins et encore plus dans des entreprises comme la nôtre. Alors, je ne suis pas là pour faire la promotion, mais c'est juste pour illustrer que dans des grandes entreprises, Michelin et plein d'autres, il y a quand même pas mal de façons aussi d'avoir des parcours de carrière, des développements de compétences qui nous permettent d'arriver un jour à un métier auquel on ne s'était peut-être pas prédestiné. Pour l'IT local, on parle de travail en équipe. Ce n'est pas le cas pour tous, hein. Par exemple, un développeur, il va peut-être aimer être solo et développer devant son écran. Quand on fait de l'IT local, on va avoir besoin de questionner le besoin auprès des équipes ou auprès des managers, de le faire tester, de former. Donc, il y a vraiment une nécessité là d'aimer les gens et la collaboration. L'orientation client, de toute façon, on la retrouve un peu partout. Et l'initiative, c'est la capacité de prendre des décisions sans nécessairement obtenir une validation de la hiérarchie. Je continue, 41, il reste 9 minutes, je vais y arriver. Ici, on a 2 nouvelles familles, ce sont les 2 dernières pour ce qui concerne l'IT. On a Services et Processes et Technical Specialties. Pardon, c'est écrit en anglais parce qu'on les utilise souvent comme ça en interne. Mais bon, Services et Process et spécialités techniques. Donc, pour les services et process, là aussi, ça parle, c'est assez transparent comme nom de famille. Là, on est dans la conception des processus. Donc, ce serait un peu long là de s'étaler, mais pour le coup, on est sur quelque chose de plus conceptuel, de beaucoup plus. On a moins les mains dans le cambouis, et là, on est plus dans des méthodes. Des concepts auxquels on réfléchit et qu'on propose aux équipes techniques pour améliorer la performance, etc. Donc là, en compétence, l'orientation client, l'initiative, un peu comme d'habitude, et le support utilisateur, être en support effectivement et être à l'écoute des besoins de l'entreprise et des équipes techniques. Le spécialiste technique, c'est celui qui crée, c'est celui qui réfléchit, qui conçoit aussi des solutions. C'est là qu'on retrouve les spécialistes de la cybersécurité qui ont évidemment, qui sont très, très pointus techniquement pour traquer les failles du système par lesquelles pourraient potentiellement entrer les hackers. Donc là, on est dans des dimensions extrêmement techniques. Il faut vraiment aimer ça. Les compétences, c'est là qu'on peut avoir besoin de compétences en architecture, en conception de système, infrastructure, en cyberdéfense, bien sûr, initiative, orientation client, encore une fois. Et puis pour le digital, on a 3 familles, data management, digital management et digital solution développement. Le data management, donc là, c'est vraiment la gestion de la donnée par excellence, collecter des données, donc des données clients, mais pas que, des données utilisateurs de nos applications. Ça peut données clients internes ou externes. Voilà, et donc structure, analyse, sécurise, gère, utilise les données disponibles dans et hors de l'entreprise. Ça, ce sont des jobs qu'on retrouve partout maintenant, dès lors qu'on utilise un peu de numérique. La gestion de la donnée, elle est vraiment présente partout. Donc là, on va parler de data mining. Donc, le data mining, c'est vraiment de creuser les données, de vraiment les analyser, de les manipuler, de les mettre un peu à l'épreuve, de les faire communiquer aussi entre elles. Data visualisation, data admin. Bon, je ne vais pas dans le détail. Data analytics, ça revêt vraiment beaucoup de choses.
Là, tout à l'heure, on disait c'est pas la peine d'être un crack en maths. Là, c'est pas mal. Là, ça aide en tout cas. Le management digital accompagne la transformation digitale et gère son implémentation. Alors là, pour le coup, on sort vraiment des gens qui sont devant l'ordinateur très souvent et qui ont encore une fois les mains dans le cambouis. Là, on est dans des chefs de projet qui vont gérer des transformations digitales dans des grandes organisations. Chez nous, typiquement, on va digitaliser, je ne sais pas, n'importe quel processus qui était jusqu'ici un processus concret et qu'on va rendre digital pour plus de performance, pour aussi plus de soins de l'environnement, par exemple. Voilà. Donc là, on est vraiment dans plutôt la chefferie de projet. Communication, expérience client, change management, stratégie digitale, voilà, c'est vraiment une autre dimension et c'est bien la preuve que dans le numérique, on n'a vraiment pas que des gens qui codent. Et puis, Digital Solutions Développement, comprendre, anticiper les besoins clients, propose et développe des solutions digitales. Bon, là, on est dans le développement, mais du digital. Donc, on ne développe pas un logiciel informatique, mais on va développer une solution digitale. On est quand même un peu cousins, malgré tout. J'essaye d'aller vite parce que là, je crois que je vais arriver au bout du truc. Vous verrez là, dans cette présentation, j'ai fait quelques focus sur des métiers. Alors, dans le digital, j'ai focusé sur data analyst et sur digital business analyst avec une mission très vulgarisée ici, donc en 2-3 lignes, c'est quoi la mission de ce job, et surtout en dessous, c'est quoi les compétences qui sont attendues. Alors en orange, ce sont les compétences qu'on appelle, nous, compétences comportementales. Tout à l'heure, j'ai entendu compétences douces, qui est la traduction littérale de soft skills. Ça dépend si on est puriste ou pas. Voilà, bon, nous, chez Michelin, on renomme tout, donc on a dit compétences comportementales. Et puis en bleu, vous avez les compétences métiers digitales et en vert, les autres, donc qui appartiennent à d'autres familles de compétences. C'est assez intéressant de voir d'un job à l'autre sur quoi on est attendu. C'est assez intéressant de voir qu'effectivement, il n'y a pas une ligne qui est marquée mathématiques. C'est assez intéressant de voir que la moitié des compétences attendues à des niveaux qui dépassent 2 sont orange. Donc, des compétences douces, des compétences, des soft skills, des compétences comportementales. Je vous laisserai regarder le détail. Et j'ai fait la même chose sur l'IT avec 3 jobs, responsable informatique site. Donc là, nous, on va parler en interne, on appelle le RIS, et il travaille plutôt, lui, en usine. C'est aussi pour montrer que il y a des jobs en usine, il y a des jobs en centrale, il y a des jobs à l'étranger, c'est vraiment, vraiment diffus. Et puis un analyse sécurité, là c'est la cyberdéfense, et l'analyse développeur, le fameux avec sa capuche stéréotypée. Et même exercice avec l'histoire des compétences. Alors là, elles ne sont pas distinguées par couleur parce que j'ai pas pris la source est différente, c'est un peu moins bien réalisé ici, mais l'essentiel est quand même là. Vous voyez par compétence les niveaux attendus. Je crois que 47, j'ai peut-être quelques minutes pour prendre des questions, soit maintenant, soit peut-être plus tard. Je ne sais pas comment vous avez prévu d'animer ça, mais j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. C'est parfait, merci beaucoup. Et du coup, c'était tout l'enjeu de faire intervenir Michelin, de montrer qu'effectivement, on s'y attendait peut-être pas forcément, mais en fait, le numérique est présent partout, dans toutes les filières. Et là, on a vu 59 métiers différents dans ces 2 catégories informatique et digitale au sein de Michelin. Donc, ça veut dire que c'est très riche. La présentation est fortement axée sur aussi les compétences douces ou comportementales. Donc voilà, ça souligne réellement voilà, tout ce qu'on a mis en avant. Alors, j'ai juste vu passer peut-être une question. Sinon, alors, là, principalement, donc je me permets de lire la question haute voix, puis après, on passe plutôt à la séquence formation. Mais là, on a une question sur les postes sont-ils basés à Clermont-Ferrand ou Lyon? En fait, je pense que c'était même plutôt une description monde, là. Hein. Oui, même si effectivement, l'essentiel des postes sont effectivement basés à Clermont et à Lyon, les deux. En fait, à Lyon, on a plutôt des gens qui vont appartenir au métier du digital et à Clermont, plutôt des gens de l'IT. On a aussi beaucoup de nos équipes qui sont basées à Pune en Inde et quelques-uns à Shenyang en Chine et à Greenville aux US. Mais si la question, c'est les postes à pourvoir, les offres d'emploi qu'on voit sur le site, etc., ils sont où? Ils sont à Clermont et à Lyon.
Merci beaucoup. Et du coup, on reprendra des questions un petit peu plus tard. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va laisser la parole à Christian sur la partie plutôt voie d'accès vers ces métiers. Absolument. Donc, je vais partager ma présentation, si je la trouve. Est-ce que vous la voyez? Ça y est, oui, c'est tout. Oui, c'est bon. Donc, je vais vous faire un bref panorama, vraiment bref panorama, absolument incomplet, des formations post-bac. Et je ferai bien sûr, c'est le thème du jour, quand même un focus sur l'informatique. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur les métiers d'informatique. Moi, je vais me focaliser plus sur la formation, bien sûr. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Je suis Christian Laforêt, enseignant à l'ISIMA, qui est une école d'ingénieurs publics en informatique sur le campus des CESO à Aubière. Et je suis aussi chercheur au LIMOS, qui est un laboratoire affilié au CNRS. Donc, comme la plupart des intervenants à l'université, je suis donc enseignant-chercheur. J'ai les deux casquettes. Et je suis aussi professeur à Clermont-Auvergne INP. Alors, partons du début, c'est-à-dire que votre enfant est sans doute au collège actuellement, si vous êtes là dans ce webinaire. Vous savez qu'après le collège, il y a quelque chose qu'on appelle le lycée, avec 3 classes, la seconde, la première et la terminale. Et dès la première, en fait, votre enfant devra faire des choix. Des choix notamment de 3 spécialités à suivre, à choisir dans le catalogue qui est proposé par le lycée dans lequel il sera élève. Et on va voir en fait que ces spécialités sont importantes pour la suite de la formation. Alors, pour la petite anecdote, il faut en choisir 3. Il y en a 3 spécialités qui sont suivies en première, et il y en a une qui doit être abandonnée en terminale. Donc, voilà. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai fait les choses. Ensuite, il y a le bac, évidemment, qui se passe, et là, maintenant, on rentre de plein pied dans la formation post-bac. Alors, quel est le panorama général de la formation post-bac? Quels sont les diplômes? Alors, je pense que vous en connaissez la plupart. Vous avez le BTS, qui est le brevet de technicien supérieur, qui se déroule en 2 ans, qui est en général préparé dans des lycées, mais pas forcément que dans des lycées. Vous avez le BUT, qui est le Bachelor universitaire de technologie, qui se prépare en IUT, donc il y a une structure universitaire. Alors, pour la petite information, les BUT remplacent les DUT, qui se déroulaient en 2 ans avant. Maintenant, voilà, la structure a changé. On appelle ça des BUT, donc des Bachelors universitaires de technologie. Ensuite, on a tout un tas de classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, si vous voulez, sur la partie scientifique, les MathSup, MathsP, si vous voulez, pour donner quelque chose d'un peu grand public, qui se préparent en général dans des lycées. Certains lycées ont des CPGE, il y en a à Clermont, pour accéder ensuite aux écoles d'ingénieurs, qui se déroulent sur 3 ans. Alors ça, c'est le modèle assez classique. Certaines écoles d'ingénieurs se déroulent directement sur 5 ans, directement après le bac. Mais en général, on a plutôt la structure qui est affichée à l'écran. Alors ça, il y a aussi des écoles, par exemple des écoles de commerce, des écoles, je sais pas, d'architecture, d'art, des choses comme ça, qui ont des structures un petit peu analogues, mais j'en parlerai pas parce que ça sort un peu du champ de l'informatique. Ensuite, on a des structures, on a des formations plus traditionnellement universitaires, comme la licence, qui se déroule sur 3 ans juste après le bac, qui est suivie ou pas d'un master sur 2 ans. Et puis, comme je suis là pour donner quand même quelques perspectives qui peuvent être un petit peu lointaines pour des collégiens ou des élèves de collège, après ça, il faut savoir qu'il y a un doctorat qui en général se déroule sur 3 ans et dont l'ambition est de faire de la recherche scientifique. Et il se déroule dans un laboratoire de recherche, au sein d'un laboratoire universitaire. D'ailleurs, un doctorat peut très bien se faire aussi en collaboration avec une entreprise, pourquoi pas. Et c'est à ce titre que l'on est enseignant-chercheur, puisqu'on a les 2 casquettes, on intervient dans tout ce panel. Très bien, donc ça, c'est la vision générale des diplômes, enfin des principaux diplômes que l'on trouve post-bac. Mais qu'en est-il des matières que l'on peut étudier? Alors, à l'université, en général, on peut étudier des mathématiques, de la physique, de la biologie, qui sont des choses que vous connaissez au collège déjà. On peut étudier du sport, il y a des filières STAPS, par exemple, de l'informatique,
je ne sais pas, par exemple de l'histoire, de la philo, pourquoi pas, du droit pour devenir juriste ou avocat ou juge ou je ne sais quoi. Médecine, alors les cursus de médecine sont un petit peu particuliers, et puis plein d'autres choses. Hein. À l'université Clermont-Auvergne, il y a de nombreux départements thématiques, voilà, donc on peut être, par exemple, je sais pas, docteur en histoire, pourquoi pas. Alors évidemment, moi je vais faire un focus ici sur l'informatique, puisque c'est un sujet que je connais pas mal, et c'est le thème du jour, je dirais. Alors si on reprend la cartographie générale des diplômes, où trouve-t-on de l'informatique? Eh bien, au collège, déjà, il y a une petite initiation à l'informatique, je sais pas, avec du Scratch, je crois. Et puis, depuis depuis 3 ans, à peu près, une nouvelle spécialité au sein des lycées qui est apparue, qui est la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, donc ce que j'appelle la spécialité informatique. Donc c'est une spécialité qui peut être choisie en première et éventuellement gardée en terminale. Voilà. Parmi toutes les spécialités disponibles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la charrue a été mise un petit peu avant les bœufs, comme on dit. Il n'y a pas forcément, la spécialité NSI n'est pas forcément présente dans tous les lycées, mais enfin dans la plupart des grandes villes, les lycées proposent cette spécialité. Ensuite, et depuis longtemps, il y a des BTS et des BUT d'informatique. Depuis pas très longtemps, 2-3 ans maintenant, il y a aussi dans les classes préparatoires aux grandes écoles, une filière qui est beaucoup plus orientée informatique, MP2I. Des écoles d'ingénieurs en informatique, il y en a depuis des années, hein, l'ISIMA par exemple, mais il y en a d'autres en France, privées ou publiques d'ailleurs. Depuis de nombreuses années, aussi depuis plusieurs décennies, il y a des licences et des masters en informatique. Et puis, il faut savoir aussi, pour compléter le panorama, qu'il y a aussi des doctorats en informatique. Hein. J'ai des étudiants en doctorat dans le laboratoire dans lequel je suis, qui est le LIMOS. Vous avez le logo en haut à gauche. À côté de ça, on trouve depuis pas très longtemps la possibilité de préparer un CAPES ou une agrégation d'informatique pour ensuite rentrer dans les métiers de l'enseignement et devenir enseignant au collège ou au lycée en informatique. Ça existe depuis pas très longtemps, il n'y a pas beaucoup de place, les formations sont encore assez restreintes, mais je pense que ça va s'ouvrir aussi. Alors, d'autres points, sachez que dans le BTS, BUT, école d'ingénieur et même en master, il y a des stages qui sont obligatoires, des stages en entreprise, des stages professionnalisants, tout ça est concret, hein, je veux dire, il y a vraiment des choses concrètes derrière, il y a même des réalisations qui sont ensuite utilisées par les entreprises, hein, par nos stagiaires. La particularité des écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a un stage à l'étranger à faire, donc une période à l'étranger relativement conséquente. Et ça, c'est dans toutes les écoles d'ingénieurs maintenant en France. Un autre point, c'est que nombreuses de ces formations, BTS, BUT, école d'ingénieurs, master, certaines licences, peuvent être aussi proposées dans certains endroits sous le format de l'apprentissage. Voilà, en collaboration avec un CFA. Donc l'apprentissage est connu en France surtout pour les métiers comme boulanger, garagiste, plombier, voilà. Mais ça existe aussi dans l'enseignement supérieur depuis des dizaines d'années. Et pour la petite anecdote, nous avons ouvert il y a 2 ans maintenant notre filière ingénieur ISIMA aussi sous la forme de l'apprentissage. Donc on a la filière, je dirais, étudiant et puis la filière apprenti aussi. Voilà, donc tout ça, il y a du concret hein, derrière tout ça. C'est pas simplement faire des études pour faire des études. Alors, qu'en est-il de comment intégrer toutes ces formations et quelles sont les éventuelles passerelles entre toutes ces formations? Ça aussi, c'est quelque chose d'important hein, à connaître. Donc, après le bac, en général, les élèves font acte de candidature sur une plateforme nationale qui actuellement est Parcoursup. Et puis les établissements d'enseignement supérieur reçoivent ces candidatures et puis font une sélection voilà, pour pouvoir intégrer ça. Alors ce qui est important, et c'est quelque part pour ça que je fais vraiment cette présentation, c'est que chaque formation post-bac a ses propres exigences sur les spécialités, vous savez, les 3 spécialités de tout à l'heure, qui ont été suivies au lycée.
Par exemple, je ne sais pas, une classe préparatoire plutôt orientée maths-physique ne va pas forcément avoir les mêmes exigences en termes de spécialité que, par exemple, un BUT qui serait sur les biotechnologies, par exemple. Ça se comprend, hein, c'est tout à fait compréhensible. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est le point vraiment important, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des parents de collégiens qui soient là, c'est que, attention, les spécialités doivent être suivies en classe de première et de terminale, mais doivent être choisies par les élèves en fin de classe de seconde. Et la fin de la classe de seconde, c'est quasiment la fin du collège, quoi, hein, on n'en est pas loin. Donc mon credo est le suivant, depuis la dernière réforme, il y a 3 ans, des études au lycée, c'est le suivant. C'est le collège pour s'informer, et voilà, vous êtes là, et c'est bien. Le lycée pour se préparer, et ensuite l'école d'ingénieur, ou le BTS, ou le BUT, ou d'autres formations pour se former réellement. Donc le collège vraiment pour s'informer. Vous en êtes là, je dirais. Après, le lycée pour bien se préparer et l'école d'ingénieur pour bien se former. Donc je dirais que si vous êtes parent d'élèves au collège, ben, il faut regarder les choses à l'envers. Quel métier, en fonction de ces métiers, quelle formation, et en fonction de ces formations dans le supérieur, quel parcours prendre au lycée. Alors pour ce qui concerne les passerelles, je veux juste l'illustrer sur notre diplôme à nous, l'ISIMA. Donc là, ici, vous avez à gauche tout ce qui est concours d'entrée, après les classes préparatoires, disons. Il y en a de plusieurs types, mais peu importe, ça c'est le concours d'entrée. Puis après, vous voyez ici, sur dossier, il y a écrit à droite de l'écran, après une licence d'informatique, un BUT d'informatique ou un BTS d'informatique, ce qui est quand même beaucoup plus marginal, bah, ces dossiers, en fait, des gens qui rentrent après une licence ou un BUT d'informatique en école d'ingénieur, c'est une forme de passerelle, ça. Et chaque école, en fait, chaque école d'ingénieur ou chaque formation a ses propres passerelles. Ça dépend d'où vous venez et où vous voulez arriver. Alors, pour être juste un petit peu complet, regardez aussi sur ma diapositive, il y a écrit PrEP ISIMA, qui est quelque chose de très spécifique, qui est quelque chose enfin, c'est un parcours préparatoire qui est propre à notre école, qui se fait en parallèle de la licence d'informatique, et qui ne donne accès qu'à notre école. Donc, c'est un parcours sécurisé qu'on a mis en place il y a déjà je sais pas, au moins 10 ans. Hein. Donc tout ça pour dire que, en fait, pour rentrer, par exemple, dans une école d'ingénieur, il y a pas mal de possibilités. Hein. Et ça, c'est que la nôtre, hein, d'école d'ingénieur. Donc chaque école a ses propres exigences et ses propres voies d'accès. Donc, le cadre de travail d'un informaticien, on l'a évoqué, je dirais, tout à l'heure, hein, mais sachez que le panorama aussi très général, ça va de la toute petite entreprise, qui peut être une start-up sur une technologie ou un marché de niche, à des petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne. On a parlé aussi des ESN, qui sont des gros aspirateurs, je dirais, d'ingénieurs ou de masters en informatique. Et puis, vous avez les secteurs métiers, et tout ça, ça a été admirablement illustré par Samia Rivière tout à l'heure, qui travaille chez Michelin, qui n'est pas une entreprise d'informatique. Hein, et pourtant, il y a de nombreux métiers et de nombreux informaticiens dans ces entreprises. Donc, dans les banques, dans les assurances, dans la distribution, dans plein de choses. En fait, on a des informaticiens dans tous les secteurs importants, parce qu'il y a de l'informatique partout. Donc les gens travaillent sur des projets individuels, mais de moins en moins, et ça a été souligné, c'est vraiment important de le souligner, les projets sont de plus en plus en équipe de taille nationale, voire internationale. C'est pour ça qu'il est important de travailler ces soft skills, qui a été traduit, je ne sais plus comment tout à l'heure, mais c'est bien, et ça peut se travailler effectivement dès le collège. Alors, du coup, comment, vous qui êtes parents d'élèves du collège, comment vous informer, en fin de compte? Alors, tout d'abord, le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'avoir une démarche active. Allez chercher l'information. Et si vous êtes là ce soir, c'est bien, parce que déjà, vous avez cette démarche active. Alors, quels sont les outils? Alors, évidemment, on trouve dans les collèges et les lycées des CDI, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, des centres de documentation. Mais c'est souvent, les informations qui sont là sont souvent datées parce que les choses évoluent rapidement. Ce n'est pas de la faute des gens qui travaillent dans ces services. Allez aux journées portes ouvertes, vraiment. Allez aux journées portes ouvertes des établissements, venez rencontrer les enseignants, voir les locaux, parler aux étudiants, voir les projets, les choses comme ça. Ça donne une idée, vraiment. Ça, c'est un outil de communication qui est important.
Il y a les sites web, évidemment, les réseaux sociaux des établissements. Consultez-les, n'hésitez pas. Il y a aussi, éventuellement, si vous en connaissez, des anciens, des étudiants. En général, il y a des associations d'anciens. Nous, la nôtre s'appelle Anélis, à l'ISIMA. Il y a aussi des dispositifs, comme par exemple les cordées de la réussite, dans lesquels je suis un petit peu impliqué, qui sont voilà, des liens entre le collège, le lycée, puis l'enseignement supérieur. Donc si votre enfant est élève dans un établissement qui propose des cordées de la réussite, incitez-le à s'inscrire à ça. Ça permet d'avoir, voilà, d'ouvrir, je dirais, sa vision des choses. Et puis il y a des salons, au Versup par exemple, qui aura lieu bientôt. Donc allez-y, n'hésitez pas, même si vous êtes au collège, c'est pas grave. Et puis, éventuellement, ça a été évoqué tout à l'heure, pourquoi ne pas faire un stage? Il y a un stage obligatoire en 3e, et je crois qu'il y en a un maintenant en classe de seconde aussi, donc voilà, allez-y, quoi. Et puis, après, il y a des choses plus traditionnelles, comme des plaquettes, des flyers, ou des choses comme ça. Voilà, donc je ne veux pas déborder, vous voyez que ma présentation, elle est loin, très très loin d'être complète, d'être exhaustive, mais voilà, c'était juste quelques éléments. Merci beaucoup. Donc effectivement, ça permet de voir un petit peu l'architecture des formations qui existent, un petit peu comment tout cela vient s'imbriquer. Donc que ce soit voilà, des choix, en fait, les premiers choix d'orientation arrivent tout de suite après le collège, donc c'est important d'avoir cette démarche active, d'essayer de s'informer. Il y a vraiment plein de choses qui existent. Un message important aussi, c'est que on peut se réorienter tout au long de la vie aussi. C'est des choses qu'il faut vous dire dès maintenant, parce que y a effectivement une pression à l'orientation qui arrive très très tôt, mais en s'appuyant un petit peu sur les compétences douces, soft skills, comportementales, ou finalement un peu transversales aussi, hein. On aurait utilisé beaucoup de mots pour les définir, mais pour montrer à quel point elles sont importantes. Et du coup, on vous renverra un petit panel avec ces éléments, et puis des liens forts vers l'ONICEP, vers des sites comme ça, Talents du numérique, où vous allez retrouver encore des infos sur les options, sur que ce soit les bacs pro, techno, les filières générales, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on est là pour ça. Et puis, dès que vous allez recevoir ce replay, vous allez également recevoir toutes les informations qui vont bien pour pouvoir les creuser et effectivement engager cette démarche active. Mais s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est que les métiers du numérique sont accessibles à toutes et tous. Concentrez-vous aussi sur du coup les compétences douces qu'on retrouve partout. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à passer par la partie conversée. Et sinon, on laissera un petit mot de la fin à chaque intervenant, avec justement son petit message clé, l'info à retenir, et celle qui fait qu'on aura gagné ce webinaire si vous partez avec. Alors, il y a eu quelques échanges aussi, voilà, tout à l'heure, Samia a pris la main du coup sur la partie conversée, et merci beaucoup, et a présenté d'autres bacs, notamment le bac pro système numérique. Donc voilà, elle a mis les différents liens pour aller creuser et aller plus loin. Et puis effectivement, Séverine rebondit aussi, parce que Elle Digital accompagne notamment beaucoup de femmes en reconversion, avec des origines voilà, très diverses, et du coup vraiment tout au long de sa vie, on peut accéder au métier du numérique. Je ne vois pas de questions arriver, donc peut-être on va laisser juste un petit mot à chacun pour clôturer. Séverine, on te laisse la main en premier. Qu'est-ce que tu retiens, ou qu'est-ce que tu souhaites vraiment marteler comme message fort? Alors, évidemment, moi, avec ma casquette Elle Digital, à tous les parents de jeunes filles, j'ai envie de dire, permettez à vos filles, et je ne doute pas de ça, qu'elles osent la filière, puisqu'effectivement, on a une sous-représentation des filles, alors évidemment dans la filière du numérique aujourd'hui, mais ça commence par des études. C'est vrai qu'on a eu une désertion des sciences par les filles,
Et donc, on ne peut pas faire un monde numérique et un monde tout court sans leur présence, sans leur contribution. Et qu'un monde équilibré et mixte est un monde qui fonctionne bien et fonctionnera peut-être mieux encore. Donc voilà. Donc évidemment, encouragez tous vos enfants à développer leur talent et les jeunes filles encore plus à oser. Voilà. Merci. Samia, un petit mot. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Hop là, pardon, j'ai coupé le micro parce que j'ai été rejointe voilà, par un jeune public, n'est-ce pas? Eh bien, mon mot de la fin, ce serait peut-être pour les jeunes qui nous écoutent, là, les collégiens, faites des stages, faites des stages, faites des stages, faites des stages, même en dehors des dates. Allez voir ce que c'est, touchez les métiers avec vos mains, allez essayer, renseignez-vous, appelez-moi, construisez votre réseau professionnel de demain. Arrête, Charlie. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on confirme ou qu'on infirme qu'il y a un métier fait pour nous, et ça réserve quand même pas mal de surprises, je peux vous le certifier. Donc ouvrez-vous à d'autres possibilités que celles soit que vous avez en tête parce que papa, maman, le grand frère, je sais pas, le modèle qui est autour de vous fait tel ou tel métier. Ouvrez-vous à d'autres choses, juste allez voir, et puis si ça plaît pas, mais c'est un domaine extrêmement porteur, et je pense que c'est un choix de la raison, si ce n'est du cœur. Je pense que c'est un bon choix. Merci beaucoup. Christian? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Donc, osez, allez-y. Il y a des métiers, il y en a beaucoup, mais surtout, il y a des emplois. Il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus actuellement en France sur l'informatique. Et il y a de nouveaux besoins qui se créent chaque année. Il y a des nouveaux services, des nouveaux matériels divers et variés qu'il faut intégrer. Et puis, il y a surtout la maintenance des logiciels qui existent déjà. Et il y a des secteurs qui ont une informatique encore balbutiante. Donc, je veux dire, si vous vous intéressez par exemple au métier de la santé, il y a de l'informatique aussi dans les métiers de la santé, enfin pour en prendre un parmi d'autres. Donc n'hésitez pas, quoi. L'informatique est vraiment au cœur de l'activité économique. Donc voilà, si vous faites de l'informatique, vous aurez non seulement un métier, voire éventuellement plusieurs dans votre carrière, et vous aurez un emploi aussi. Mille merci. Et pour ma part, du coup, je rejoins totalement Samia pour dire soyez curieux pour les collégiens et collégiennes, soyez vraiment curieux, allez à la découverte, n'hésitez pas, osez. C'est le bon mot justement, et c'est tellement mieux quand on a un collégien, une collégienne de 3e qui vient nous voir directement pour demander son stage, c'est tellement mieux. Puis ça vous sera totalement bénéfique. Et pour papa et maman, le conseil, c'est on pousse justement les enfants à aller faire en autonomie. C'est vraiment mieux de passer directement solo. Et puis pour les conseils aussi, au niveau de l'orientation, c'est bien d'en donner, mais pas trop non plus, parce qu'on sait que votre poids, il est conséquent. Du coup, laissez vraiment faire leur choix eux-mêmes, c'est hyper important. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, on espère qu'on a pu répondre à vos questions. On vous transmettra le replay, les présentations. Vous pourrez rebondir aussi voilà, sur notre mail. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. On espère avoir voilà, répondre à toutes vos questions. Et puis, du coup, on souhaite vous retrouver plus tard dans la filière, vos enfants, puisque ce soit voilà, en reconversion ou en orientation, on vous retrouvera avec plaisir dans cette filière.